Non, on va attendre un petit peu. Donc le grand K, il représente simplement le transfert de vecteurs d'onde entre l'état entrant et l'état sortant après la diffusion. D'accord? Donc j'ai ici mon K, paf, mon K', et j'ai mon angle θ. Alors, ça n'a pas changé. Rappelez-vous, il y a 2 cours, on a fait un dessin avec le E, le K, le K' et les angles. C'est toujours le même. Hein. Je ne suis pas en train de changer mes notations. Hein. Si vous regardez, il y a 2-3 cours, on avait toujours marqué K, K' avec θ entre les deux. Hein. Ça, c'est toujours les mêmes notations. OK. Alors, donc ça me fait un truc qui a cette tête-là. Si je dessine, ça me fait un truc comme ça. J'ai K, j'ai K'. Alors, ici, j'ai un angle θ. D'accord. Ici, c'est un angle θ. Et puis, là, j'ai mon vecteur K. Et là, j'ai mon vecteur K, grand K. Et là, j'ai K, et là, j'ai K'. Alors, tout ça, c'est un triangle isocèle parce que je suis dans un système qui est élastique. OK. Donc, tout ce machin-là, ça me fait un triangle qui est isocèle. OK. Et je peux écrire à ce moment-là que le module de K, c'est simplement 2 fois le module de K, de petit k, fois sinus θ sur 2. Okay, ça, c'est la géométrie élémentaire. D'accord, ça suffit de regarder dans mes triangles. Donc, bien, finalement, je vais regarder ce que ça donne pour ma section efficace de collision. Et je vais obtenir que elle devient quelque chose comme... Alors, je reprends mes préfacteurs que j'ai au début. Donc, j'ai toujours le Z2M. Alors, j'ai oublié un carré ici. Z2M sur epsilon D H bar carré au carré. Puis, j'ai ici 1 sur K0 carré plus 4K carré sinus carré de θ sur 2, le tout au carré. Bon, de façon évidente, le sinus carré, lui, il est plus petit que 1. Bon, ça, c'est évident. Et puis, il y a un cas qui est facile à regarder, c'est si on regarde des problèmes à grande longueur d'onde. Donc, dans ce cas-là, à grande longueur d'onde, on a simplement que le 1 sur K est très grand devant 1 sur K0. Okay. Alors ça, vous pouvez vous l'imaginer de la façon suivante. Ça veut dire essentiellement que vous avez... c'est-à-dire, c'est par définition ça, c'est là votre impureté est quasiment ponctuelle et vous regardez des électrons qui arrivent avec une grande longueur d'onde et qui voient une impureté qui, elle, est quasiment localisée. D'accord ? Donc ça veut dire que l'interaction, si vous voulez, ne porte pas. Vous avez une interaction qui arrive sur un électron qui voit quelque chose où l'interaction est vraiment de façon ponctuelle, efficace de façon ponctuelle. À ce moment-là, ce que vous pouvez dire, c'est simplement que vous pouvez négliger ce terme-là devant celui-là. Et vous obtenez la chose suivante, c'est que sigma de oméga est égal à 4Z
E carré M sur epsilon D H bar carré au carré. Et il vous reste simplement un terme qui devient 1 sur K0 puissance 4. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une diffusion isotrope dès qu'on s'éloigne oula, qu'est-ce que j'écris? Dès qu'on s'éloigne de l'impureté, de quelques K0. Alors ça, c'est logique parce que finalement, K0, alors K0, évidemment, il a une dépendance dans l'espace, hein, puisque c'est un vecteur, c'est le vecteur d'écrantage de Thomas Fermi, donc il a une dépendance dans l'espace. Mais finalement, c'est un vecteur qui est assez petit, puisque c'est le vecteur qui vous donne la longueur d'écrantage. Donc évidemment, un vecteur, même s'il a une orientation, d'accord, ça veut dire que votre nuage d'écrantage, il a une forme, en fait, en gros, c'est ça. Votre nuage d'écrantage, il a une forme, mais dès que vous le voyez d'un peu loin, la forme, vous ne la voyez plus. En gros, ce que vous voyez, c'est un nuage d'écrantage, un truc qui est un rond, quoi, qui est une tache. D'accord. Donc pour vous, dès que vous arrivez d'un peu loin, ce que vous voyez, c'est voilà, votre avion, il voit en gros un truc qui est rond, et puis il est diffusé, quelle que soit la direction dans laquelle il arrive. D'accord. Donc, alors dès que vous êtes près, évidemment, vous allez avoir des problèmes de diffusion qui dépendent de la direction, mais dès que vous êtes loin, le truc il arrive et il voit un truc qui ne dépend pas de la direction, il est diffusé de façon isotrope. C'est ce que vous voyez là. Dès que vous êtes loin en longueur d'onde, dès que vous avez une grande longueur d'onde, ou dès que vous arrivez avec un K qui est un peu grand, finalement votre diffusion est complètement isotrope. D'accord. Donc ça c'est dû à l'écrantage. Donc à ce moment-là, si on remet ça dans le temps de collision, on va obtenir des carrés qui traînent et qui doivent y être, ça c'est sûr. Et la constante de choses qui va être relativement simple. D'accord. On va obtenir que 1 sur tau est égal à... Alors, on reprend ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, donc ça, on ne va pas refaire la démonstration. Ça, le NIV, c'est ce qu'on avait obtenu la dernière fois. Et il vous reste une intégrale de sigma de oméga, 1 moins cos θ de oméga. Ok. Alors ça, je peux le couper en deux parties. Alors vous allez voir l'intérêt de faire ça. C'est justement que c'est isotrope. Parce que là, j'ai un terme qui est une intégrale de sigma de oméga d oméga. Et puis, je peux faire la différence, un truc qui est en cosinus θ d oméga. D'accord. Attends, excusez-moi, j'ai oublié sigma de oméga. Sigma de oméga, cosinus θ d oméga. Alors, ce truc-là, du fait que c'est isotrope, justement, ce terme-là, bien, il ne contient pas de θ. Puisque c'est isotrope. Donc ça a pour conséquence que ce machin, l'intégrale est nulle. D'accord. Alors ça, c'est évident parce que simplement, je vais me retrouver avec un terme, une intégrale ici, une intégrale de cos θ d θ d oméga, ça fait 0. D'accord. Si j'intègre un cos θ, je vais avoir une intégrale sur cos θ, ça me fait un cos carré θ et ça fait 0. D'accord. Ça, c'est dû à l'isotropie de la diffusion. Donc il me reste un autre terme, et celui-là, il est particulièrement simple, parce que l'intégrale de sigma oméga d oméga, ça me donne simplement un terme qui vaut, je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là sous la main, qui vaut sigma total. Par définition, l'intégrale de la surface efficace de collision, si je l'intègre sur toute l'hypersphère, ça me fait le sigma total. Ouais. Est-ce que à droite aussi c'est un sigma
de oméga. Non, c'est pas la même signe d'A. Oui, mais j'ai un cos θ. Si on intègre sur oméga, donc le cos θ il dépend. Ah si, il dépend d'oméga aussi. Alors, attendez, là vous avez un truc qui ne dépend pas de θ. D'accord. Là j'ai un cos θ d oméga, il ne faut pas oublier que c'est un sinus θ des θ des phi. Ah oui, d'accord. D'accord. Il y a le sinus θ, là-dedans il y a un sinus θ qui apparaît. D'accord. Donc quand vous les intégrez, ça va vous faire apparaître un. Parce que ici vous avez. Alors attendez, je vais vous le marquer. Dans ce machin-là, vous avez un terme en sin θ des θ. Donc ça vous fait apparaître un cos θ, cos carré θ que vous intégrez entre 0 et 2π, donc ça vous fait 0. D'accord. Donc au total, vous trouvez que 1 sur tau, c'est égal à ni fois v fois sigma total. D'accord. Et ça vous donne directement le résultat que le temps de vie, enfin le temps de collision, est donné par l'énergie à la puissance, moins 1,5. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on obtient un résultat qui est complètement différent de celui qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait un résultat qui nous dit que plus on était haut en énergie, plus le temps de diffusion était long. Alors que là, on a un résultat qui est l'opposé, c'est-à-dire que plus on est haut en énergie, plus le temps de vie est court. D'accord ? Le temps de vie va diminuer. On va voir que dans les métaux, c'est le cas. Et en fait, c'est un petit peu réminiscent de ce que vous avez dans le liquide de Fermi. Vous avez exactement ça. Dans le liquide de Fermi, vous avez un truc où plus vous êtes près du niveau de Fermi, plus le temps de vie est long. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oh non, vous l'avez peut-être vu avec Julien Meyer déjà, ça non. Vous verrez que dans le liquide de Fermi, le niveau de vie augmente quand vous êtes près du liquide de Fermi, près du niveau de Fermi. Et en fait, c'est ça que vous verrez. C'est exactement ça que vous allez obtenir. D'accord ? Donc on va le voir explicitement dans le cas des métaux. On va mettre les chiffres pour le cas des métaux. Alors, dans le cas des métaux, on connaît explicitement ce que vaut tous les paramètres. Donc dans le cas des métaux, alors, là, on a un écrantage qui est assez violent, parce que les métaux, ça a beaucoup d'électrons, comme vous le savez. Puisque, bon, essentiellement, vous avez... vous savez ce que c'est la densité dans des métaux, hein, c'est quand même très fort. Alors, si vous voulez un ordre de grandeur, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans un centimètre cube de métal, vous avez à peu près le nombre d'Avogadro d'atomes, globalement. L'ordre de grandeur, c'est ça, si vous voulez le savoir. Donc ça fait quand même beaucoup. Et la longueur d'écrantage, K0, c'est alors M carré 4. Vous avez un E carré qui se balade par là. Et puis, alors évidemment, ce qui fait apparaître ici, c'est évidemment la vitesse de Fermi qui va apparaître. La vitesse de Fermi ou l'énergie de Fermi. D'accord. Donc ça, c'est la vitesse de Fermi. Alors, c'est pas étonnant que ce soit ça qui intervienne, hein, parce que de toute façon, les autres électrons, ils sont bloqués dans la sphère de Fermi, ils ne peuvent pas bouger. Donc, de toute façon, eux, ils sont bloqués là-dedans, ils ne bougent pas. Donc en fait, tout ce qui va se passer, c'est que si vous pouvez imaginer que vous êtes dessus, vous mettez un électron, vous déclenchez une sorte de vague, si vous voulez, et ça peut se faire qu'à la surface de Fermi, parce que sinon, vous n'avez aucune possibilité de bouger vos électrons.
Alors pour la petite histoire, en fait, c'est pas tout à fait vrai que ça se passe comme ça, parce qu'il y a peut-être des choses que vous verrez, peut-être vous les avez vues en M1. C'est qu'en fait, quand vous faites ça, il y a un truc marrant, c'est qu'en fait, vous faites des vaguelettes à la surface de Fermi, ce qu'on appelle les oscillations de Friedel. C'est-à-dire qu'il y a une structure dans le nuage d'écrantage. Vous n'avez pas simplement un nuage avec une densité qui décroît. Vous avez une structure dedans qu'on appelle l'oscillation de Friedel. Donc on peut le montrer. Et la longueur d'onde des oscillations de Friedel, en fait, c'est celle-là. Donc, voilà. Donc en fait, ce machin, c'est pas énorme quand même. Bon, donc tout cela est très bien. Donc sigma. Alors, il y a des choses qui sont évidentes, c'est que donc sigma, ben, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on a eu. Sigma de oméga, c'est 4 ZE carré M star sur H bar carré fois 1 sur K0 carré plus K carré, le tout au carré. Alors, bon, il y a la... Alors, prenons le Z. Z, ça c'est la différence de valence entre l'impureté et un ion du réseau. Là, il y a quand même il y a quand même une petite différence, c'est que le K, il n'est pas forcément petit parce que un électron, ça va vite. Pourquoi ? Parce que un électron, ça va à la vitesse de Fermi. Donc ça fait quand même une petite différence avec ce qu'on avait tout à l'heure. C'est qu'on ne va pas pouvoir simplifier complètement les choses, parce qu'on est obligé de garder en fait le terme en K. Mais c'est pas bien grave, vous allez voir pourquoi, parce que le temps de relaxation, on peut l'écrire de la façon suivante. Ce qui sera un tout petit peu compliqué, par contre, vous allez voir, on ne pourra pas forcément avoir tous les termes dedans. Le temps de relaxation, on va obtenir la chose suivante. On va obtenir NI, V. Alors, on va avoir un 2pi qui sort de l'intégrale. Alors ça, c'est un 2pi qui va sortir d'une intégrale sur phi, en fait. Donc, je vous le mets là pour que vous ne posiez pas trop de questions sur d'où il vient. Et puis, vous avez un 4 avec tout le blabla qui reste, c'est-à-dire le 2e carré fois m sur h bar 2 au carré. Et puis, il vous reste ici une intégrale de 0 à pi de 1 moins cos θ sin θ dθ. Donc, ce sin θ dθ, c'est le reste de d oméga. Le d oméga, c'est un sin θ dθ dφ. Et le dφ, c'est celui qui me donne le 2pi qui est là. D'accord ? Ouais. Pourquoi la formule de sigma de oméga, elle est différente de celle que vous avez montrée avant? Là, vous avez plus de constante d'électrique et c'est même plus au carré, z carré m sur m bar carré. Et je finis juste d'écrire ma formule, puis je réponds après. Ok ? Pour qu'on ne perde pas trop le style du truc. Et puis en bas, j'ai un K0 carré plus 4K carré sinus carré θ sur 2 au carré. Oui, donc la question c'était... Voilà, z carré m sur h bar carré, en haut, il n'est pas au carré, vous avez le carré en bas. Et vous avez plus de constante d'électrique. Alors, j'ai dû paumer des termes en route, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Je l'ai paumé aussi, donc c'est vous qui avez raison. Vous avez tout à fait raison, c'est comme ça. Et là, j'ai oublié aussi ma constante diélectrique. Voilà.
Par contre, le Z dedans n'est pas au carré. C'est le E qui est au carré. Ouais. Là, c'est mal écrit, faites gaffe, je vais le réécrire bien parce que sinon, vous n'avez pas. C'est Z fois E au carré, on est bien d'accord. Alors là, le problème, c'est que ce machin, on ne peut pas en faire grand-chose. Parce que... Alors, donc, je résume un peu le problème qu'on avait. C'est que là, on est dans un système où le K est grand. Donc, l'approximation qu'on a fait tout à l'heure de tuer ce terme-là, en fait, de transformer ça, de mettre ça à 0, on ne peut plus la faire. Donc, on se trimballe avec tout ça jusqu'au bout. Et là où il faut faire gaffe, c'est que là-dedans, on a un K. Et ici, on est obligé de se taper l'intégrale sur sinus carré θ. Okay, et ici, on se retrouve avec une dépendance en K de 1 sur tout. D'accord. Et le K, entre autres, dépendance en K, ça veut dire une dépendance en énergie, parce que le K, c'est l'énergie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a 1 sur taux qui va dépendre de l'énergie via ce terme. Donc, je dis ça, c'est en gros, c'est l'énergie. Hein. Donc, on a 1 sur taux qui va dépendre de l'énergie via ce terme. Sauf que ce machin, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, il y a un seul cas où on peut le résoudre, très simplement. Alors, c'est barbare hein, comme technique, mais c'est qu'à basse température, ce qu'on peut faire, c'est qu'on dit que K, il tend vers KF. Ça, c'est pas trop con de dire ça. Et si K tend vers KF, à ce moment-là, on peut dire que ce machin, ça devient tout bêtement ça devient un nombre. Alors, on ne sait pas ce qu'il vaut, on peut l'évaluer numériquement, ce que veut, mais ça devient un nombre parce que le K, il devient KF, et j'ai plus que des constantes là-dedans, et j'ai une intégrale sur un peu barbare, à moins cos θ, sinus θ, et θ, mais tout ça, c'est un nombre avec sinus carré θ sur 2, donc c'est un nombre. D'accord ? Je perds toute dépendance sur des paramètres. Ok ? Et à ce moment-là, j'obtiens que 1 sur taux. Qu'est-ce qui me reste finalement ? Il me reste que 1 sur taux. C'est un truc qui va varier comme z carré. D'accord ? Et vous savez que ρ, c'est proportionnel comme 1 sur taux. Donc ça vous donne que ρ varie comme z carré. Alors ça, c'est un truc qui est connu. Ça s'appelle la règle de Linde. Ça, c'est un truc qui a été trouvé dans les années 50. Mais c'est important parce que ça, c'est ça qui vous donne la résistivité résiduelle. D'accord ? Parce que quand vous avez un métal, a priori, quand vous descendez en température, on a d'abord les phonons. D'accord ? Bon, ça, on va calculer tout de suite ce que vaut la résistivité due aux phonons. Mais quand vous êtes à très basse température, a priori, la seule résistivité qui vous reste, c'est la diffusion sur les impuretés. Et quand vous avez un métal, vous avez une diffusion sur des impuretés qui sont écrantées, donc vous êtes typiquement dans ce cas-là. Et là, ce que vous dit cette règle de Linde, c'est que la diffusion sur les impuretés va varier comme la charge de l'impureté, enfin la charge d'une balance, si vous voulez, à la puissance au carré. D'accord ? Alors, il se trouve que ça a été un papier qui a été... enfin, je vous le dis, je vous fais un peu d'histoire des sciences. Hein. Ça, c'est un truc sur lequel Jacques Friedel s'était énervé dans les années 50. Et les gens ont fait des manips là-dessus en dopant avec des trucs, différents trucs pour montrer que ça... Alors, il se trouve que c'est un peu moins violent que ça. C'est pas tout à fait un Z carré, c'est un peu moins violent.
pour des raisons vachement compliquées de diffusion sur les impuretés, parce que la diffusion est un peu plus complexe que ça, quoi. Donc je ne peux pas vous en dire plus, parce que là on rentre dans des trucs vachement compliqués. Mais c'était un truc sur lequel les théoriciens s'étaient beaucoup excités dans les années 50 pour comprendre la diffusion sur les impuretés statiques. Et donc c'est des papiers de Friedel de 54. Donc là j'ai les références. Donc Friedel, c'est le grand père de la physique du solide en France, hein. Et il s'était amusé à calculer ça exactement. Et il avait trouvé ça, donc en particulier c'était à Paris qu'ils avaient fait ça, ils avaient dopé avec différents matériaux pour regarder si ça suivait la règle de Linde quand il était à basse température. Voilà. Donc ça c'était important parce qu'en fait il dopait. Maintenant la résiduelle, ça nous sert ce qu'on appelle le RR, donc le résiduel ratio je sais pas quoi. Ça nous permet de savoir la pureté d'un matériau. Parce que quand il nous reste que le résiduel, ça nous donne le taux d'impureté qui reste dedans. Donc quand vous voulez avoir un matériau pur, vous mesurez... Parce que là, à 300 K, la résistance de tous les matériaux elle est donnée par les phonons. D'accord, vous êtes complètement dominé par les phonons. Donc même s'il est dégueulasse, vous trouvez la même chose qu'un matériau très pur. Par contre, à basse température, vous êtes dominé par les impuretés. Donc en fait, le ratio haute température sur basse température vous donne la pureté de votre métal. Donc en fait, c'est ça qui vous caractérise le métal. Et un RRR, ça peut varier entre 2, 3 et puis 1 millier, selon la pureté de votre métal. Donc c'est vraiment ça, même aujourd'hui dans les labos, on s'en sert couramment pour mesurer la pureté d'un métal. Ça, c'est un truc qui est très très utilisé. Et quand vous dopez vraiment, vous pouvez arriver à même être dans le RRR avant d'avoir fini avec les phonons. Voilà, donc ça c'était la petite histoire des métaux. Alors évidemment, il y a un truc qu'on n'a pas encore traité et qui est très important à traiter. C'est donc on a vu les à basse température, on a vu la diffusion par les impuretés, statiques. Et maintenant le truc le plus important qui va nous rester, parce que c'est ce qui domine dans la plupart des matériaux à haute température, c'est les phonons. Alors les phonons, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que les phonons, le problème c'est qu'ils peuvent se rentrer dans l'électron et puis ils peuvent se créer et s'annihiler. Alors ça tout de suite c'est moins sympathique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait le cas le plus simple, c'est-à-dire le cas où on va créer ou annihiler un seul phonon. Mais en fait, ça nous donne les bons comportements, c'est-à-dire qu'on va trouver les bonnes lois de puissance uniquement avec ce processus-là. Ça suffit pour trouver ce qu'on veut. Le problème, c'est que je vais partir du principe que vous avez, je crois qu'avec Thierry Klein, vous l'avez fait, vous avez regardé les Hamiltoniens de couplage électron-phonon en seconde quantification. Je pense que vous l'avez vu. Parce que sinon, s'il faut que je le redémonte, c'est quasiment une séance et demie de seconde quantification. Donc je vais vous le donner dès le départ, et puis je vous expliquerai juste les différents termes qu'il y a dedans. Voilà. Donc, attaquons-nous à ce problème de la diffusion électron-phonon. Donc ce qu'on va regarder, c'est un processus de ce type-là. J'arrive avec K, je repars avec K', et puis ici, j'ai un phonon qui arrive ici avec un vecteur d'onde Q. Ou alors, avant, j'ai K, donc ici j'ai un truc où il y avait un vecteur d'onde K, et puis j'ai nu Q phonon. Et puis ici, après, j'ai un vecteur K', et puis j'ai mangé un phonon, donc j'ai nu Q moins 1 phonon. C'est typiquement à ça qu'on va s'intéresser comme phénomène.
Alors, si vous regardez, si vous faites tout le détail du couplage de ces trucs-là, vous allez trouver la chose suivante. Donc, je pense que vous l'avez vu, mais je vous le rappelle. L'hamiltonien de couplage électron-phonon, c'est cette horrible chose. Vous avez une somme sur K, K' et Q. Alors, vous sommez ça dans la première zone de Brillouin. Et là, il y a plein de termes. D'accord, vous avez d'abord un I qui arrive ici. Ensuite, vous avez un H bar sur 2M. Donc, c'est la masse. N, c'est le nombre de phonons ici. Vous avez une racine carrée qui est là. Vous avez le vecteur de polarisation des phonons. Vous avez le vecteur de propagation des phonons. Vous avez la transformée de Fourier du potentiel, donc c'est le potentiel coulombien. Vous avez un facteur de structure ici de Q plus K' moins K. Et puis, vous avez ici des opérateurs de création. Donc, vous avez un C plus K', CK. Et puis, vous avez ici un AQ plus A plus moins Q. Donc, vous voyez ici, alors essentiellement, ce que vous avez, bon, on va laisser tomber un peu ce qui est devant. Donc, ça, vous avez le vecteur de polarisation, donc c'est la direction dans laquelle ça vibre. Là, c'est le vecteur de propagation. Bon, le facteur de structure, on ne va pas s'en inquiéter. Vous avez ici les vecteurs. Donc là, vous pouvez créer un vecteur d'onde AQ. Donc ça, c'est le processus. Vous détruisez un vecteur Q. Donc ça, c'est le processus qu'on a représenté là, d'accord. Vous pouvez créer un vecteur d'onde de vecteur moins Q. Donc ça, c'est le processus inverse, d'accord. C'est le processus où vous faites ça. Donc vous avez K, K'. Puis vous émettez un vecteur ici de vecteur moins Q. D'accord. Donc ça représente ce processus-là. Et ça représente ce processus-là. Et puis, vous avez le préfacteur qui est là. Alors, le UQ, qu'est-ce qu'il vaut? Le UQ, c'est la transformée de Fourier du potentiel coulombien. Donc, vous avez le UQ. C'est quelque chose qui vaut... Alors, c'est celui qu'on a déjà vu, en fait. C'est le 4Z E carré M sur H bar carré. 1 sur K0 plus K carré au carré. Avec K est égal à K moins K', bon ça vous l'avez vu. Donc ça on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Donc ça, c'est pas forcément très important, je vous le redonne, il est dans le cours de Thierry Klein, c'est pour ça que je vous le remets là. Je pense qu'il est dans le cours de Thierry Klein, c'est un hamiltonien de couplage. Ce qui est plus important, c'est que on va arriver à partir de là, on peut calculer, parce que vous savez, quand on a l'hamiltonien de couplage, on peut calculer le taux de transition par unité de temps. Et en fait, c'est de là qu'on va partir. Une fois qu'on en est là, on peut calculer le taux de transition, et en fait, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, vous inquiétez pas trop de l'hamiltonien, c'est juste pour vous montrer d'où vont sortir les facteurs qu'il y a dans le taux de transition. Donc, on va regarder le taux de transition. Donc, il a cette forme-là, K plus Q, K. Vous avez reconnu, je vais de K à K plus Q. Et alors, là-dessus, j'ai deux termes. Alors, pourquoi j'ai deux termes? C'est les deux processus que je peux avoir. Soit j'absorbe un phonon, soit j'en émets. Okay. Donc, j'ai un terme ici qui est un préfacteur. On va voir ce qu'il vaut tout à l'heure. C'est un bêta Q au carré. Et ici, j'ai le terme que vous attendez.
c'est-à-dire un nu Q moins nu moins Q plus 1. Donc ça, c'est mon phonon qui est émis là. J'ai un nu moins Q plus 1. J'ai rajouté un phonon. Alors faites attention parce que comme j'écris mal, ça ne se voit pas toujours la différence entre les indices et ceux qui n'est pas un indice. Donc ça, c'est nu moins Q. Donc c'est bien un phonon de vecteur d'onde moins Q plus 1. D'accord? Donc j'ai rajouté, j'ai créé un phonon de vecteur d'onde moins Q. Ok? Et puis à l'arrivée, j'ai l'électron, il a, lui, un vecteur d'onde K plus Q. Ok? D'accord? Puisque je lui ai filé ma quantité de mouvement Q, donc j'ai un vecteur d'onde K plus Q. Là, j'ai mon hamiltonien C plus K plus Q, C K A plus moins Q. Et de l'autre côté, eh bien, je pars de quoi? Je pars d'un état nu moins Q, et puis K, le tout au carré. D'accord? Donc ça devrait vous être familier. Je pars de nu moins Q de K, je crée un phonon de vecteur moins Q, c'est celui-là. Je détruis mon vecteur K, c'est celui-là, et je crée un vecteur K plus Q, c'est celui-là. D'accord? Alors, dans ce processus, oui, le cours de seconde quantification, en fait, le but, c'est que vous arriviez à lire ça. C'est comme une langue. Donc, vous arriviez à lire directement ça. Je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Bon, alors maintenant, il y a quand même un tout petit souci là-dedans, c'est qu'il faut que je pense à conserver l'énergie. D'accord? Donc là, il faut que je mette un petit delta qui traîne quand même pour vérifier que je conserve bien mon énergie. Donc, il faut que je mette un delta. Et delta, c'est un epsilon K plus Q moins, alors plus H bar oméga Q moins epsilon K. C'est quoi la lettre Où ça, dites-moi? après oméga K plus Q à gauche. Là, C'est un bêta de Q. c'est un bêta. Ouais. C'est une sorte, je vais le réécrire bien, c'est une sorte de bêta. Ouais. S'il était bien écrit, ça serait un bêta. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'il y a dans le bêta. En fait, ce qu'il y a dans le bêta, c'est tout ce bazar que j'ai rassemblé. J'ai mis dans le bêta. Le H bar oméga Q, il a un indice dans delta? Non, le Q, il est en indice. Ouais. Parce que, si vous voulez, le oméga Q, il représente le fait que H bar oméga Q, c'est l'énergie de mon phonon. D'accord? Un phonon, c'est l'énergie H bar oméga Q. D'accord? Donc, à la fin de mon processus, j'ai un électron qui a une énergie K plus Q et j'ai un phonon qui a une énergie H bar oméga Q. Donc, pour conserver l'énergie, il faut que l'énergie que j'ai après, qui vaut epsilon K plus Q et le phonon H bar oméga Q, soit égale à l'énergie que j'avais au départ, qui est l'énergie de l'électron tout seul, qui était epsilon Q. Donc, c'est simplement ça la conservation de mon énergie. Donc, ça, c'était pour le deuxième processus. Maintenant, il faut que je fasse la même chose pour le premier processus. Donc, j'écris ça plus... Alors, j'ai un bêta Q au carré. Donc, le bêta Q, il ne change pas parce qu'en fait, le bêta Q, vous allez voir tout à l'heure, il correspond à un transfert d'énergie de vecteur Q. Donc, que l'électron monte ou descende, que le phonon monte ou descende, c'est le même, en fait. Qui perd ou qui rajoute un Q, c'est la même chose. Et puis là, par contre, on va regarder ce processus-là. Et ce processus-là, c'est celui où on perd un vecteur Q, un phonon, d'accord? On absorbe un phonon. Donc, ce processus où on absorbe un phonon, ben, il suffit qu'on regarde. On a nu Q moins 1, puisque j'ai absorbé un phonon. Par contre, j'ai toujours K plus Q, d'accord? J'ai oublié un truc. J'ai oublié d'ouvrir ma parenthèse.
Je fais mon bras là. Et puis ici, ben, j'ai toujours C plus K plus Q, CK. Et par contre, ici, je suis en train d'annihiler un phonon, donc j'ai un opérateur A. D'accord, AQ. Et puis de l'autre côté, je pars toujours d'un vecteur. J'avais un vecteur, un nom de phonon NuQ, et j'avais un électron, donc CK. D'accord? Et ça le fait. Et je l'élève au carré. D'accord? Donc c'est un petit jeu simplement de regarder ce que j'ai à droite, ce que j'ai à gauche. D'accord? J'arrive ici, je regarde avec quoi j'arrive. J'arrive ici avec un vecteur CK et un nombre NuQ de phonons. Je détruis mon vecteur AQ. Je détruis mon électron CK. D'accord? Puis ici, j'ai un électron K, un vecteur d'onde K plus Q. Et j'ai perdu un seul phonon, donc j'ai NuQ moins 1 ici. D'accord? Ouais. Pourquoi il y a un opérateur dans lequel tu as droite? Tu as raison d'avoir un opérateur dans un vecteur. NuQ, CK. Ah oui, non, vous avez raison. C'est pas un opérateur, c'est juste un K. C'est juste un K. C'est comme ça. Voilà. Ok? Est-ce que vous arrivez à lire un peu c'est la façon dont ça se lit, ce bazar? C'est comme les hiéroglyphes, il faut apprendre à le lire, c'est tout. C'est moins compliqué que les hiéroglyphes. Hein? Bon, puis j'ai oublié mon delta au passage, hein, d'accord? Alors ici, le delta, c'est quoi? À la fin, j'ai un epsilon de K plus Q. Et puis avant, j'avais epsilon K. Et puis, j'avais le phonon. Avant, j'avais H bar oméga Q. D'accord? Ce coup-ci, avant, j'avais le phonon, je ne l'ai plus après. Donc, du coup, ça revient à ça. Et voilà. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de bien avec la seconde quantification, c'est quand on sait bien s'en servir, finalement, ça permet d'écrire de façon assez rapide ce genre de bazar. Vous avez écrit 2 fois le delta de... Non, il y a un plus qui est devenu un moins. Parce que, regardez dans celui-là, à la fin, j'ai... à la fin, dans le premier, d'accord, à la fin, j'ai récupéré un phonon. Alors que... me suis-je trompé dans les plus et dans les moins? Le premier terme du deuxième delta. Attendez. Attendez, je vous dis une bêtise ou pas? Non, c'est ça, parce que ici, je crée un phonon. Ici, je crée un phonon. Donc, donc à la fin, j'ai bien un phonon de plus. Donc, c'est bien ça. Là, j'ai détruit un phonon. D'accord? Donc, quand j'ai détruit un phonon, après, j'ai plus de phonon, alors qu'avant, j'avais un phonon. Donc, l'énergie, elle était avant. Donc, j'ai bien un moins H bar oméga Q de ce côté-là. D'accord? Parce qu'avant, j'avais le phonon, après, je l'ai plus. Donc, il ne peut pas compter à la fin. Du coup, on pourrait peut-être préciser dans le delta précédent que c'est H bar oméga moins Q. Ah, vous voulez mettre le moins? Oui, vous avez raison. Enfin, comme c'est une parabole symétrique, c'est très important. C'est la même manière. Ouais, c'est ça. Là, on est sur des phonons acoustiques, donc a priori, c'est le même. Ouais. D'accord que ta transition, c'est de K plus Q vers K'. Non, c'est de K vers K plus Q. Mais, K', c'est K plus Q, si vous voulez. C'est bon, vous êtes remis de vos émotions. Et quand vous le lirez chez vous, vous verrez que c'est évident, en fait. Dès que vous avez bien compris, vous verrez que c'est évident. Bon, je vais vous dire quand même ce qu'il y a. On a deux termes. On a ce terme-là. Et puis ce terme-là, bon, on va aller dans ce machin en bêta Q, là. Donc bêta Q, c'est tout ce qu'il y avait, en fait, dans le début. Donc c'est I fois H bar sur 2M
n oméga q fois q utile de q. Donc c'est tout ce qui nous embêtait, comme ça on l'a mis dedans. Comme ça va bien. Alors ensuite, pour que ça soit un peu plus facile à traiter, on va supposer... On suppose que nu q est grand. Ce qui n'est pas aberrant, on va dire qu'on est à assez haute température, donc les modes de les phonons sont assez peuplés. Ouais. Tout à l'heure, on avait aussi le SQ plus K. Ouais, le facteur de structure. Ça, Ouais, on mais- l'oublie dans le bêta. Ouais, parce que de toute façon, s'il n'est pas égal à 1, il fait 0. C'est un truc qui faut 0 ou 1. Un facteur de structure, ça vaut 0 ou 1. Vous savez, c'est un facteur de structure si vous avez le truc, si vous avez l'indice tatata qui est dans le verso réciproque, ça vaut 1, sinon ça vaut 0. D'accord. Et le produit scalaire de Q. Non, mais celui-là, c'est pareil. Ce qu'on dit, c'est que ça, c'est un truc qui vous donne... par exemple, ça vous donne que les modes de vibration transverses ne contribuent pas, parce que vous avez EQ fois Q, ça fait 0. Là, on va dire... Ouais, je n'ai pas précisé, parce que c'est dans les pages que j'ai sautées. Là, on va dire qu'on regarde les modes longitudinaux. Donc, vous avez EQ fois scalaire Q qui est égal à 1. Oui, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus. Donc, nu Q est égal à 1, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on a nu Q moins 1, qui est de l'ordre de nu Q, qui est aussi de l'ordre de nu Q plus 1. D'accord, comme ça, ça nous fera des vacances. Tout ça va se grouper. Et puis, pour des phonons sur la branche acoustique, donc c'est ce qu'on discutait à l'instant, là, pour les oméga Q, oméga de moins Q. On va supposer que oméga est égal à Q fois S, avec S, la vitesse du son. Voilà. Alors, en fait, on peut faire une remarque, c'est que pour des petits Q, c'est-à-dire quand vous avez une diffusion finalement aux petits angles, d'accord, ça c'est les phonons de basse énergie, hein. Ça c'est une diffusion qui est quasi élastique. Alors maintenant, on va essayer d'exprimer explicitement ce qu'il y a dans le WKK', enfin K', donc dans les braquettes là, qui sont au carré. Alors, je vais juste vous rappeler, est-ce que vous vous rappelez par cœur des relations des opérateurs fermions, bosoniques, tout ça? Je vous le remets en vite fait. Non? Bon, je vous le remets ou pas? Ouais. Bon. Alors, je vous rappelle ce que ça va donner. Donc, un opérateur C plus L sur un état qui vaut N1, NL, et puis N, je sais pas combien. Ça vous fait simplement 1 moins NL fois N1 NL plus 1. Voilà. Et puis CL de N1 NL, ça vous fait racine de NL donc ça pour des fermions.
Et puis, si vous avez des bosons, vous avez que le terme A, Q appliqué à nu Q. Donc l'état, vous avez nu Q boson, ça vous donne racine de nu Q fois nu Q moins 1. Et l'opérateur A plus Q appliqué à l'état nu Q, c'est égal à nu Q plus 1 appliqué avec l'opérateur, l'état sur le cas nu Q plus 1. Et ça, c'est pour des bosons. Et on va s'en servir tout de suite. Monsieur, Hum il n'y a pas un racine sur le en bas? Racine de nu Q plus Ah oui, excusez-moi, il y a une racine. Vous avez raison. Il devrait pas aussi y avoir un moins 1 puissance nuelle avec le nuel. Si, vous avez raison, il y a un moins 1 puissance nuelle, exact. Il y a un moins 1 puissance nuelle partout. Il y a un moins 1 puissance nuelle avec nuelle qui est le nombre de permutations que vous faites pour sortir le truc, etc., etc., etc. Bon, dans notre cas, on n'en a pas besoin parce qu'il y a juste un état, donc c'est vite. Alors, ce qui va se passer, bon, vous allez voir pourquoi les moins 1 puissance nuelle, on s'en sert pas, c'est que on a dans ce machin, on a les remis ensemble, ça s'applique sur K. Donc, non, parce que vous avez un C+, qui s'applique là. Donc, vous partez de K égale 1. On enlève un électron à K et on fait un électron à K. Mm. Du coup, à la base, il y avait un électron sur NK, du coup c'est égal à 1, NK égale à 1. Vous avez NK est égal à 1. Alors, attendez. Les opérateurs, ils sont juste là. Attendez. Où j'ai inversé mes opérateurs. Ouais, je pense que c'est juste. Les opérateurs, ils sont justes. Hein. Ouais, Alors, pourquoi vous me dites que ça fait 1 ? je pense que c'est juste NK plus Q. Ah oui, c'est NK plus. Tout à fait. C'est NK plus Q. Donc, c'est où c'est marqué ça ? Donc, on va regarder les différents termes qu'on a. Donc, vous avez un terme K plus Q, C plus K plus Q, non, qu'est-ce qu'il manque en temps ? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie là ? CK fois K. Ok. Et puis ici, vous avez un terme qui va être qui est nu K. Nu Q, alors c'était lequel qu'on avait vu ? Nu Q plus 1. A plus moins Q. A plus moins Q. Fois nu moins Q. Donc là, j'ai le droit de les séparer hein, parce que c'est des opérateurs qui agissent sur deux espaces complètement différents. D'accord, c'est pour ça que je peux séparer mon bazar. Alors, en fait, les termes moins 1, une puissance nuelle, vous voyez pourquoi je les enlève ? Parce que, en fait, je vais faire un petit aparté ici, parce que moins 1 puissance nuelle, comme ils vont se retrouver élevés au carré, finalement, ça va toujours faire 1, ce truc-là. D'accord ? Donc, c'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Par contre, ici,
ce premier terme, il va nous faire 1 moins nk au carré, facteur de k plus q, au carré. Et ça vaut 1. Okay. Alors, le nk, on met à 1 parce que s'il n'y a pas d'électron au départ, ça n'a pas de sens de regarder une collision. Hein. Donc, forcément, nk est égal à 1. Et puis après, simplement regarder ce terme, d'accord? Donc ce terme, on va regarder ce qu'il vaut. Ce terme-là, il vaut. Donc j'applique A plus moins Q sur nu moins Q. Sur nu moins Q. Alors pourquoi je fais ça, moi? A plus moins Q sur nu moins Q. Si, ça me fait un racine de nu moins Q plus 1. Fois nu moins Q plus 1 nu moins Q plus 1 au carré. Si je ne me trompe pas, ça doit faire ça. Et ça vaut simplement nu moins Q plus 1. J'ai oublié un carré quelque part. Nu moins Q plus 1 au carré. C'est vrai ce que j'ai écrit? Ça m'a l'air. Alors on a deux termes, hein. Je vous rappelle qu'on a deux termes puisqu'on a donc c'est pas là c'est pas compliqué hein, puisque finalement on a deux termes qui se passent bien, donc il faut juste faire attention un petit peu aux préfacteurs, hein, mais bon normalement ça se passe bien. Et on va obtenir simplement pour le W K plus Q K, on obtient un terme qui vaut 2pi sur H bar. Et puis après, on obtient, donc on va continuer à mettre les choses. Hein. Donc on a un bêta Q au carré. Et ce qu'on va obtenir simplement, c'est nu Q plus 1. Donc ça vient du terme d'avant au carré. Et puis il nous reste tout bêtement, donc tout le reste c'est parti. Hein. Il nous reste simplement un delta de epsilon K plus Q plus H bar oméga moins epsilon K. Donc oméga Q. Hein. Donc ça, c'est simplement le terme où on a absorbé un phonon. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici un terme en UQ plus 1, puisqu'on a absorbé un phonon. Donc on a ici création d'un phonon. Et puis on a l'autre terme qui correspond à l'émission d'un phonon. Donc on a ici un terme qui va être en UQ, cette fois-ci. Et puis on a un delta. Donc on arrive toujours dans l'état K plus Q. Mais ici, avant, on avait un phonon qu'on n'a plus. Donc on a ici moins H bar oméga Q moins epsilon K. Voilà. Donc là, ce phonon, on l'a mangé. Le NK, c'est quoi NK plus Q? La racine de 1 moins NK. Parce qu'à K,
Si NK égale 1, c'est 0. Parce que normalement, il doit Attendez, il suffit de regarder. Non, parce que vous l'appliquez sur l'opérateur. L'opérateur s'applique sur K. Donc oui. Après, c'est une K plus Q. Vous avez tout à fait raison. Hop, c'est comme ça. Bien, donc j'ai à peu près fini. Hein. Donc là, j'ai à peu près fini. Donc avec les approximations qu'on a fait, ça devient à peu près facile, hein, puisqu'on a posé que nu-q plus 1 est à peu près égal à nu-q. Ça va bien se passer. Puis on a posé aussi que h bar oméga est très petit devant epsilon k et epsilon k plus q. Donc ça, on va dire que c'est les phonons acoustiques de basse énergie. Alors en particulier, on ne regarde pas du tout les modes optiques qui se couplent à beaucoup plus haute énergie. Donc, si je mets tout ça ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez voir que ça finit assez trivialement, cette affaire, en fait. Si je mets tout ça ensemble, ça finit par un WK plus Q K qui vaut simplement 2pi sur H bar fois 2 fois bêta Q carré nu Q. Et puis il nous reste un delta, et en plus, comme on a supposé que le h bar oméga est très petit dans les énergies, on se retrouve tout connement avec epsilon k plus q moins epsilon k, c'est-à-dire qu'en fait on met à la main que c'est un truc élastique. D'accord. Voilà quoi, donc en fait le truc qui était super long il devient tout court à la fin. D'accord. Bon, c'est normal, on a fait tellement d'hypothèses que à la fin, on a dit qu'on couplait de façon élastique avec des phonons de basse énergie, de façon isotrope. Donc, bon, dernièrement, ça ne reste plus grand-chose. Mais bon. Mais enfin, vous allez voir que ça marche bien. On retrouve toute la physique qui nous intéresse quand même avec ce modèle simple. Bon, là, on a presque fini. Sauf qu'il nous reste l'étape la plus intéressante à faire, c'est de dire, finalement, qu'est-ce qu'on trouve avec ce bazar ? Parce que, c'est pas tout, mais ce qu'on cherche, c'est une résistivité. Nous, pour l'instant, on a un taux de transition. Mais on sait quoi faire sur ce taux de transition. On sait que 1 sur taux, c'est égal à V sur 2pi au cube fois l'intégrale de W de K', donc K' c'est K plus Q, fois 1 moins cos θ moins tangente alpha sinus θ cosinus phi dq. Bon, alors dit comme ça nous arrange pas beaucoup. Mais on sait déjà que ce machin,
Bon, comme on est... Alors, parce qu'on est un truc isotrope. Hein. Comme on a un truc qui est isotrope, on sait que ça va tendre vers 0 après intégration sur phi. Alors un truc isotrope, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phonon, lui, il s'en fiche d'où vient l'électron, il le diffuse de la même façon. D'accord? Il n'a pas une direction privilégiée pour diffuser mon électron. Il s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est qu'il arrive, il repart, et puis voilà. Bon, voilà, donc déjà, on s'est débarrassé d'un terme. Alors, on va continuer bravement. Donc, il nous reste quoi dans l'histoire? Il nous reste que 1 sur tau est égal à... Alors, je vais essayer de vous faire un calcul en gardant tous les termes jusqu'au bout. Et il nous reste un 4pi sur h bar. Et puis, j'ai mon bêta cube. Bêta q au carré, mu q, delta de epsilon k plus q moins epsilon k. OK. Et puis, il me reste un 1 moins cos θ dq. Voilà. Et alors, c'est là que l'astuce intervient. En fait, ça paraît pas difficile à calculer, mais c'est un peu difficile quand même parce que le θ et le q sont définis de façon... vous voyez, le θ est défini par l'angle entre les deux vecteurs et le q est défini par la différence des angles. Donc intégrer comme ça, c'est un peu chiant. Donc je vais vous montrer comment ça se fait, ça. Donc juste pour s'amuser, on va le faire. Donc on va changer d'angle, on va changer le θ, on va le réindexer par rapport à un autre angle. Sinon on n'y arrive pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Je vais essayer de vous faire des traits droits, bien droits, vous allez voir, parce que j'ai une fonction pour faire ça, j'ai découvert l'autre jour. Voilà. Alors j'ai ici un trait, j'ai ici un autre trait. Ils forment un angle θ, alors ils sont censés être isocèles. Et puis j'ai ici θ. D'accord. Alors, comme ils sont, comme j'ai un triangle qui est isocèle, d'accord. Bon, voilà, quoi, il est isocèle. Bon. Et alors, ce que je vais définir, c'est ça ici. Non, c'est pas ça que je vais définir. Je vais faire un troisième truc. Mais bouge pas, toi, tu m'énerves. Oui, ça doit marcher, ça. Pourquoi ça marche pas? Voilà, bon. Vous avez reconnu la qualité du dessin. Pas très isocèle, mon affaire, mais enfin, on va dire que ça l'est. Donc, comme c'est élastique, c'est isocèle. Et en fait, l'angle dont on va se servir, c'est celui-là. Là, j'ai θ, et là, j'ai alpha. Alors, j'ai toujours le droit de réindexer complètement où je veux. C'est-à-dire que quand j'intègre par rapport à θ, je peux toujours réindexer, je fais un changement de variable et réindexer par rapport à n'importe quel angle. Ça, j'ai toujours le droit de le faire. Alors, pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, ça me permet... Enfin, vous allez voir, quand je fais le changement de variable, ça se passe assez bien pour réindexer. Donc, alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, essentiellement... Ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez que... Alors, si vous regardez ce qui se passe dans ce... Alors là, vous avez un angle droit. Ici, vous avez un angle droit. Et vous trouvez que vous trouvez que alpha, alors si je regarde bien, si on est son bon géométrie, vous trouvez que alpha est égal à pi moins pi sur 2 moins θ sur 2. Donc alpha est égal à pi sur 2 plus θ sur 2. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir.
Où ça? Moins Ouais, il y a une parenthèse, voilà. Et donc, alors, ce qui vous intéresse, c'est le cosinus θ. Vous trouvez que cosinus θ est égal à 1 moins 2 sinus carré θ sur 2. Si je ne me trompe pas, ça me rappelle mon lycée, ça. Et ça vous fait que cosinus comment on s'en sort de 1 moins 2 sinus carré θ sur 2. Et ça vous fait que cosinus θ est égal à 1 moins 2 sinus carré de alpha. Voilà. C'est ça l'astuce. C'est un cosinus carré, non? C'est le cosinus carré? Non, c'est le cosinus carré. ouais, c'est un cosinus. C'est un cosinus. Hein. Je suis en train d'oublier ma trigo de jeunesse, là. Voilà, ça c'est pour le premier. Non, en fait, C'est 2 cosinus carré θ sur 2 moins 1, non? le premier, il est bon, mais c'est juste pi sur 2 Oui. plus θ sur 2, ça transforme en sinus en cosinus. Ça, oui, c'est la première, c'est la bonne, et c'est la deuxième qui se transforme en... Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Là, c'est bien un sinus. Ça, c'est bien un sinus carré θ sur 2. Et là, ça devient un cosinus, c'est ça? Parce que le sinus, pi sur 2 plus θ, ça fait cosinus θ, c'est ça. Voilà. J'aimais bien ça quand j'étais jeune. Bon, alors après, il nous reste le dq, auquel il faut faire quelque chose. Bon, ben le dq, en fait, il devient la même chose. Hein. Vous avez... Pourquoi je suis passé de sin θ dθ à sin alpha d'alpha? Oui. Non, comment ça se fait que ce soit la même forme? C'est comme un changement de variable, là. Je veux dire, ça veut dire que vous prenez votre angle O ici, votre origine O ici, et vous prenez votre origine alpha ici. Un élément infinitésimal, quelle que soit l'origine que vous prenez, elle va avoir la même forme. C'est un élément infinitésimal, c'est pas un vecteur, on est d'accord. Ouais. Donc quelle que soit la forme, quelle que soit l'origine du plan que vous prenez, elle aura la même forme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dq que vous allez pouvoir traficoter. Donc du coup, dq, comme vous l'exprimez en fonction de alpha, ça devient simplement q carré dq sinus alpha. Et puis alors le défi, quand vous l'intégrez complètement, ça devient un 2pi. D'accord? Donc ça devient simplement q carré dq fois 2pi. J'ai un d alpha qui me... Excusez-moi. Sinus alpha d alpha fois 2pi. Donc ça c'est simplement, ça c'est exactement la même expression. Alors c'est pas la peine de vous demander d'où ça vient, c'est simplement que comme j'ai changé d'angle d'intégration, d'accord, l'élément infinitésimal de dq, il devient exactement le même, d'accord. Parce qu'en coordonnées polaires, j'avais sinus θ, j'avais q carré dq sinus θ dθ dφ. Quand j'ai changé d'angle d'intégration, c'est la même chose. Simplement, j'ai changé θ en alpha, mais l'élément infinitésimal, il reste le même. D'accord, j'ai juste changé d'angle. OK? Donc, si je remets tout ça ensemble, j'obtiens que mon temps de collision, il devient simplement V sur 2pi cube. J'ai toujours l'intégrale de 4pi sur h bar. OK. J'ai un bêta q au carré. OK. Nu q. Et là, j'ai un 2 cos carré qui apparaît. Et puis, j'ai un q carré dq sinus alpha
d alpha fois 2pi. Donc ça, c'est ce terme-là. D'accord. Puis ça, c'est le terme qu'on a vu avant. Ça, c'est le terme 1 moins. Ok. Alors vous voyez tout de suite pourquoi c'est intéressant de l'écrire comme ça, parce que vous avez simplement un cos carré alpha et un sinus alpha qui apparaît là. Donc en fait, ça s'intègre assez facilement, ça. Vous voyez. Avec un petit champ de variable qui va bien, on va trouver l'intégrale assez facilement. Et j'ai oublié un truc. Si vous regardez bien, j'ai oublié mon delta. Pardon. C'est bon, tout le monde y est? J'ai presque envie. On peut leur expliquer pourquoi sin θ de θ, ça vaut sin alpha d alpha. C'est ça que vous avez changé. J'ai 1 moins cos sin alpha de là. Dans dq, normalement, c'est q2 dq, sin θ d θ défini. Ouais, En haut. là. Oui. Pourquoi j'ai mis ici alpha? Pourquoi ça devient sin alpha d alpha si alpha vaut pi sur 2 moins? Vecteur, je serais d'accord avec vous. Un vecteur, il n'aura pas la même forme. Un élément infinitésimal, je veux dire, il a toujours la même forme. Je veux dire, si vous mettez en coordonnées, je veux dire, mettez-vous en coordonnées sphériques, ça sera plus simple à comprendre. Quelle que soit l'origine O, l'élément infinitésimal, ça a toujours 4 pi k2 d'écart. Quel que soit l'endroit où vous mettrez l'origine. Bon, là, j'hésite un peu à continuer parce que sinon, on va couper au milieu du spectacle, quoi. Parce que là, on arrive... Je préférerais m'arrêter là et vous laisser la suite pour la semaine prochaine. Comme ça, on fait une demi-heure où on arrive. Que ça m'embête de vous couper au milieu où on arrive justement aux lois de puissance qui sont intéressantes. On va faire comme ça si ça vous dérange pas.